Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine de Confine Live, déjà la 8e semaine, l'émission numéro 36. Le temps passe vite et ça sera la dernière semaine de Confine Live et une dernière semaine qui va commencer un peu en fanfare. Comme vous avez eu l'habitude depuis ces 36 émissions, on a alterné rallye, rallycross. Et ben cette fois-ci, on va parler d'autre chose que de rallye ou de rallycross. Alors il y a quand même un thème qui va nous lier, c'est la passion du sport auto. C'est une émission clairement qui va transpirer un petit peu justement cette passion avec des invités qui ont glané des titres sur les plus belles courses du monde, que ce soit en tant qu'ingénieur, patron d'écurie ou encore pilote. Et pour m'accompagner aujourd'hui, ça sera Manu No d'Échappement. Salut Manu. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu, bonjour Serge, bonjour Philippe, bonjour Nico, bonjour Geoffrey. Donc voilà, en effet, parmi nos invités, comme vous le voyez à l'écran, donc on aura Serge Meyer, qui est le directeur général d'Oreca Manicourt. Bonjour Serge. Bonjour. Il y aura Philippe Sinault, patron de l'écurie Signatech Alpine notamment, et Manu reviendra plus en détail sur ces différentes casquettes. Et on aura Nicolas et Geoffrey Schatz, on ne les présente plus pour ceux qui connaissent la montagne et un peu du circuit maintenant avec Nicolas. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour à tous. Eh bien, 36e épisode de Confine Live, c'est parti. Manu, à toi. Eh bien écoutez, bonjour tout le monde, on va commencer avec Serge Mézières. Donc Serge, bonjour, tu es le directeur d'Oreca Manicourt. Comment ça se passe pour toi? Et puis présente-nous un petit peu Oreca Manicourt, cette entité si importante dans le sport automobile finalement. Eh bien, Oreca Manicourt, donc c'est une entité, une filiale de Oreca Group maintenant depuis une quinzaine d'années. Donc on est exclusivement sur la partie motorisation mécanique et électronique, bien évidemment. Et donc on a des clients divers, Oreca bien évidemment, mais aussi beaucoup de clients en rallye, en circuit, en rallye raid. Et on est vraiment, je dirais, on couvre un éventail très très large de préparation moteur, allant de la Formule 4, de la Formule Renault, du LMP3, avant du LMP2, du rallye raid avec des clients comme Toyota, anciennement du World Touring Car avec Lada. Donc on est vraiment très très large et on est et je dirais on répond à la demande en fonction du cahier des charges. On est ouvert à toute demande de motorisation. D'accord. Et justement, parmi aussi vos partenaires et vos collaborateurs, on a accueilli aussi également Philippe Sinault, qui est le patron de l'équipe Signature. L'équipe Signature, c'est une entité incontournable sur les circuits aujourd'hui, que ce soit en monoplace il y a quelques années et en endurance actuellement. Comment ça se passe, Philippe, pour toi, le confinement actuellement avec l'équipe? Ça se passe comme ça doit se passer, c'est-à-dire relativement bien. On a géré dès qu'on a donc on nous a imposé ce confinement, on a géré les choses de façon responsable. Toute l'équipe course est au chômage partiel, toute la partie LMP2 notamment. J'ai maintenu une petite activité d'abord sur l'administratif pour mettre en place toutes les mesures de protection pour l'entreprise. Et puis une petite partie montage qu'on a maintenue, notamment sur le montage des Alpine Rally pour honorer les commandes que l'on avait eues en amont du Touquet. Et puis pour pouvoir livrer les voitures et que ça nous fasse un peu de trésor pour passer cette période difficile. Très bien, merci beaucoup Philippe. Et on accueille également aussi Nicolas et Geoffrey Schatz, qui sont les deux hommes forts du championnat de France de la montagne, une discipline qu'on peut qualifier de fou furieux. Nicolas, lui, est 7 fois champion de France de la montagne. Et Geoffrey a décidé en fait de ne pas laisser les adversaires tranquilles et de prendre le relais en étant champion de France cette année. Comment allez-vous les gars? À pleine forme, écoute. Oui, très très bien. Ouais. La course vous manque pas trop? Pardon? La course automobile ne vous manque pas trop? C'est quoi ça? Si, forcément, mais bon, après, je pense qu'on est... me concernant, je suis vraiment pas à plaindre. Hein. J'ai la chance de pouvoir vivre à la campagne et puis pouvoir travailler en télétravail. Donc bon, compte tenu de la situation actuelle, je pense que on est chanceux. Et toi, Nico, pour toi? Le concernant, écoute, on a des promoteurs qui commencent à nous sortir des calendriers. On a des organisateurs de track days qui travaillent sur des nouvelles dates. On a des circuits qui négocient des dates de rouverture. Donc j'ai envie de dire que depuis la semaine dernière, mon moral va un petit peu mieux parce qu'on est en train de parler de projets à venir sur cette année. Donc ça va, il va falloir qu'on s'organise au mieux pour pouvoir tout faire.
Nicolas, pour justement, Manu t'a présenté comme une légende un peu du chemin de France de la montagne, mais est-ce que tu peux nous dire justement maintenant ta nouvelle casquette aussi de patron d'écurie pour les gens qui pourraient te découvrir? En quoi êtes-vous présent? Quels sont les programmes sur lesquels tu travailles? Alors en fait, en parallèle de mon activité de pilote en montagne, j'ai développé une activité en fait de coaching, c'est-à-dire d'accompagnement pour les pilotes sur la préparation avant les meetings et puis sur le travail pendant les meetings. Parce que la course de côte, c'est très court, ça peut paraître facile, mais en fait, c'est très compliqué. Il faut être très précis. Et en fait, ayant 10 ans d'expérience, du coup, j'avais 10 ans d'expérience à transmettre, notamment pour les débutants. Et donc, je l'ai fait pendant, on va dire, mes 5 dernières années de course de côte. Et puis après, j'ai eu une opportunité d'aller dans le monde du circuit à un niveau sympa en endurance, même si j'avais fait quelques piges avant, ce qui m'a motivé à laisser ma place à Geoffrey. Enfin, il y avait deux facteurs. Il y avait moi, mon opportunité d'aller en endurance, et en plus Geoffrey qui était performant, on va dire. Et c'est vrai que comme moi j'étais champion, là, ça lui permettait d'aller vraiment sortir tout son potentiel. Et puis, en étant pilote de circuit, du coup, j'ai un petit peu continué la même idée, c'est-à-dire que j'ai pris beaucoup d'expérience. Et l'idée, c'est d'accompagner des pilotes. Et aujourd'hui, au-delà des cours sur circuit, on propose des meetings d'endurance en CN, donc qui est l'étape, on va dire, un petit peu préparatoire au LMP, notamment en Ultimate Series. Et puis en GT4, et d'ailleurs, on est concurrent. J'ai 2 Ginetta à l'exploitation et on se bat contre les fameuses Alpines qui sont très performantes. Justement, okay. Je voulais en profiter pour rebondir en parlant des Alpines avec Philippe Sino. Justement, Alpine devait être présent aux 24 heures du Mans au mois de juin. Comment ça se passe quand on devait préparer les 24 heures du Mans en juin, qui est l'échéance incontestée pour une équipe engagée en endurance? Finalement, comment on se prépare et comment on prépare l'échéance de septembre pour cette épreuve? On essaiera de préparer l'épreuve de septembre dans un contexte certes différent, mais de la même façon. Et Le Mans est une course vraiment à part dans le calendrier, et c'est vraiment une course à part entière et qui ne ressemble à aucune autre tout au long de l'année, que ce soit des 4 heures, 6 heures, 8 heures ou 12 heures. Donc, on aura un calendrier un peu contraint. On attend bien sûr des confirmations sur les échéances. Mais on est en ordre de marche. Comme il s'agit d'un véhicule, on fonctionne avec plusieurs véhicules. Le châssis du Mans est déjà opérationnel et prêt à rouler. D'autant plus que cette année, pour vous, c'était une année un peu particulière pour l'équipe Alpine Signature. C'était la victoire à défendre, justement, la victoire de 2019 à défendre pour 2020. Oui, c'est sûr. Et qui plus est, on a eu un début de championnat un peu plus difficile que les autres années. Mais on connaît notre qualité de finisher, on l'a prouvé toutes ces dernières années. Donc, on avait hâte, nous, de disputer l'épreuve de Sebring, Spa et Le Mans, entre guillemets, la dernière ligne droite du championnat. On le fera, mais dans un contexte un peu plus estival, a priori, sur le mois d'août et le mois de septembre. Très bien. D'accord. Geoffrey, vous, pour la montagne, encore une fois, pour les gens qui nous suivent habituellement et qui ne connaissent pas trop, où en est un peu le championnat de France de la montagne là, est-ce qu'il y a des premières dates de reprise qui sont prévues, ou quelles sont les dernières infos sur cette discipline? Pour le moment, beaucoup de courses qui sont annulées. Effectivement, au mieux, on pourrait avoir 6 courses. Et pour le moment, ce ne serait pas une reprise avant le mois d'août. Bon, c'est vrai que du coup, la course de côte, c'est pas comme le circuit. Il y a les municipalités à gérer, les préfectures. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais on espère qu'effectivement, à partir du mois d'août, on puisse renfiler le casque et puis attaquer de nouveau, quoi. D'accord. Serge, justement, on parlait du département moteur d'Oreca, le département dont tu es le directeur. Comment ça se passe pour vous? Parce qu'on imagine qu'en début de saison, il y a une préparation des moteurs qui se fait régulièrement. Mais là, maintenant, j'imagine que pour vous, ça va être un petit peu plus calme pour le département moteur, justement, à Manicourt. Ah bah oui, clairement, parce que nous, je dirais, à fin mars, tout est prêt pour démarrer les championnats.
Et donc aujourd'hui, tout ce qu'on devait faire pour préparer la saison a été fait. Et maintenant, on attend de compétitions sur lesquelles on a principalement de l'assistance, puisque vous savez que l'assistance des ingénieurs d'application est extrêmement demandée dans les divers championnats. Donc on a des gens qui sont effectivement les starting blocks à attendre que les championnats redémarrent. Et puis comme on roule pas et comme ça ne s'use pas, si vous voulez, à l'atelier, clairement, la charge de travail aujourd'hui est extrêmement réduite. Donc on a quelques personnes qui viennent pour continuer les demandes qui sont confirmées. Beaucoup de gens sont en attente en fait. Donc quand ça va repartir, on ne sait pas comment ça va repartir, mais on espère que ça reparte à minima. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en chômage partiel à 90%. Est-ce que du coup, dans ces cas-là, vos techniciens en profitent pour faire plus de simulations sur du banc, peut-être tenter des projets que vous n'aviez pas le temps de faire le reste du temps, ou finalement c'est très délicat aussi de se lancer dans des entreprises comme ça dans cette période? Ouais, non, c'est délicat. Là, aujourd'hui, très clairement, on est dans une période, je dirais, de gestion de crise, donc où on a évidemment principalement documenté tous les problèmes financiers pour être sûr je dirais, que la période de confinement se passe bien. On va avoir maintenant la période de reprise à gérer, mais non, on n'a pas mis de plan B d'investissement ou de plan B, je dirais, de travaux à lancer à jour. Voilà. Alors peut-être que ça peut changer dans un mois ou deux, mais aujourd'hui c'est pas le cas. D'accord, merci Serge. Okay. En 2020, encore une fois, c'est peut-être une question pas évidente, mais quels étaient les gros projets ou les différents programmes sur lesquels étaient présents justement Serge et vos équipes? Et donc on avait bon, comme d'habitude, beaucoup de rallyes avec Skoda, puisqu'on est même si Skoda n'est plus en WRC2 aujourd'hui, Skoda est extrêmement présent en termes de clientèle. Donc on avait un gros support clientèle à organiser entre le WRC et puis le RC. Donc ça évidemment aujourd'hui c'est arrêté puisqu'il n'y a pas de rallye. Après on avait aussi le lancement de la nouvelle P3 en ELMS, en Ultimate, et puis on préparait l'Asie et on préparait également l'IMSA pour 2021. Donc ça aujourd'hui c'est en stand-by également. On avait la nouvelle F4 avec la FSA, la F4 Turbo qui sont les modèles des voitures sont fabriqués, les moteurs sont fabriqués également, et donc on était en attente de ce championnat, et ça c'est également en attente. Et puis on avait beaucoup de choses de nouvelles choses à lancer, mais aujourd'hui tout est vraiment arrêté du jour au lendemain. C'est assez d'ailleurs assez incroyable qu'on puisse arrêter du jour au lendemain toute activité à ce point-là, mais c'est réellement ce qui se passe dans notre métier, quoi. D'accord, tout à fait. Manu, est-ce que tu avais une question? Alors là, on a évidemment des petits projets, si vous voulez. On a des voitures qui ont été confirmées pour le prochain Dakar, des nouvelles T2. On a un petit peu de travail, mais on n'a pas suffisamment de travail pour occuper tout le BE, occuper tous les gens à l'atelier. Et donc on est, je dirais, en mode d'attente principalement. Moi, j'avais juste une question à tous les quatre pour finir pour finir sur 2020. Finalement, est-ce que vous êtes optimiste pour cette reprise? Philippe? Oui, d'abord parce que de nature, moi je le suis, parce que les sportifs le sont, de nature, optimistes. Et puis parce que il faut absolument considérer tout de suite 2021, parce que c'est en se concentrant sur 2021 à la suite qu'on sortira de 2020. Donc moi je pense que la clé c'est la bonne tenue d'un minimum d'épreuves qui nous permettent à tous d'exercer notre métier et d'honorer nos engagements. Et puis si ça a lieu, 2021 sera peut-être différent, mais aura lieu et on pourra encore exercer nos activités. Oui. Serge aussi, vous êtes optimiste comme Philippe? Oui, moi je suis pareil, je suis optimiste et puis également prudent, mais c'est vrai que il faut que ça redémarre, parce que pour préparer 2021, donc je suis comme Philippe, je pense qu'il faut que tous les championnats redémarrent, et même s'il n'y a pas de championnat, qu'on lance des événements entre guillemets, donc qu'il y ait des courses en ELMS, qu'il y ait des courses en Ultimate, qu'il y ait des rallyes, qu'il y ait des courses en FFSA, et que donc on relance la machine pour préparer 2021. Alors après 2021, on peut penser effectivement que la reprise sera pas aussi brutale qu'a été l'arrêt, mais ça reviendra progressivement. Je suis pas inquiet là-dessus. Merci. Et vous les pilotes, c'est pareil, vous êtes optimistes comme Philippe et Serge, ou ça commence à être long pour vous de pas rouler finalement? Ah c'est très long, mais après moi je suis optimiste parce que je trouve que tous
tous les promoteurs font bien leur travail et nous proposent chacun à leur tour des calendriers qui sont plutôt cohérents en prenant la mesure de la crise sanitaire. Donc, faut pas oublier qu'on est tous passionnés. Alors certes, le virus, il a mis entre parenthèses, mais la passion, on l'a tous. Et je pense que moi, j'ai des pilotes aujourd'hui qui ont envie de rouler parce qu'on en a tous marre. Donc, je pense qu'il y a, voilà, il y a une partie des gens qui seront preneurs comme c'était avant. Il y a une autre partie qui sont toujours passionnés, mais peut-être un petit peu plus freinés par le niveau de l'activité de leurs entreprises. Mais je reste positif, oui, du retour que j'ai pilote et promoteur sur la suite. Geoffrey? Oui, également, on n'a qu'une seule envie, c'est de remettre le casque et d'aller rouler, quoi. Bon, après, moi, j'ai pas toutes les casquettes qu'ont ces invités prestigieux, parce que bon, moi, pour l'instant, je suis juste pilote les week-ends. Bon, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Serge et toute son équipe. Mais oui, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller rouler et de remettre le casque et que les choses reprennent comme avant. Faut voir aussi comment ça va évoluer. C'est vrai que on n'a jamais trop d'informations fiables. Tout change, pas tous les jours, mais presque. Donc, mais bon, on va voir. Il faut que ça reprenne, en espérant déjà que les circuits arrivent à ouvrir très rapidement pour les track days, qu'on puisse aller rouler et puis voilà, puis mettre au point les voitures et puis que tout reprenne son cours normal. Ok, merci messieurs. On va faire un petit focus un petit peu sur chacun d'entre vous. On va commencer avec toi, Serge. Comment rapidement ton parcours jusqu'au poste de directeur général d'Oreca Magny-Cours, mais ton métier d'ingénieur, rapidement pour les gens qui te découvrent ou les jeunes qui nous suivent, le cursus que tu as eu et les différentes expériences. Ben moi, j'ai eu un cursus, je dirais, un petit peu à l'ancienne, parce que j'ai un certain âge. Donc, je suis arrivé à Magny-Cours en 77, en fait, pour travailler dans le sport automobile, comme ça se faisait à l'époque. Il y avait donc des gens passionnés qui venaient à Magny-Cours principalement pour travailler dans le sport auto. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé donc chez Danielson à l'époque, qui était vraiment une grosse maison, qui faisait de Formule Renault Europe, et qui était très impliquée en moteur avec Bernard Manger à l'époque, et qui ouvrait une société à Saint-Paris-de-Châtel, qui est le petit village adjacent au circuit. Donc j'ai commencé là-bas, principalement en F3 avec Alain Prost à l'époque, et puis en tourisme avec des grosses écuries comme le Garage du Bac, comme Sport Garage Benoît. Et puis ensuite, donc, on a eu des programmes officiels Peugeot, les programmes officiels Citroën, principalement en super tourisme. Et puis je suis parti dans les années 89, je suis parti chez Danny Snobeck pour monter une structure moteur, puisque Snobeck travaillait à l'époque beaucoup avec Sodemo, mais voulait avoir sa structure moteur, et je suis venu chez Danny pour monter une structure moteur. Et on a donc fait du DTM, fait du rallye, fait de la glace avec Opel, fait du tourisme. Et puis en 2004, donc a eu lieu le rachat de Snobeck par Oreca, et donc je suis devenu directeur de la filiale moteur d'Oreca à ce moment-là. D'accord, très bien. Bon, je vais te poser une question un peu piège, clairement. On a cru comprendre que tu avais touché un petit peu à tout et suivi. Est-ce qu'il y a une discipline? Alors, je ne vais pas te demander ta discipline préférée parce que je pense que c'est compliqué, mais est-ce que tu as une attache particulière avec une discipline pour une histoire ou une autre, je ne sais pas, de passion, de base, je sais pas. Est-ce qu'il y a une discipline avec laquelle tu as un lien différent des autres? J'ai toujours aimé malheureusement c'est un petit peu en perte de vitesse en ce moment, mais j'ai toujours aimé tout ce qui était tourisme, parce que ça permettait d'avoir des voitures très différentes, d'avoir des écuries très différentes, d'avoir des pilotes très différents et des pilotes d'expérience bien souvent aussi. Et donc toutes les années super tourisme, DTM en Allemagne et tourisme, le FIA de Nice qui a eu lieu un peu après le super tourisme en France, j'ai toujours aimé cette formule-là. Je vous dis parce que ça permettait un brassage important de personnalités, anciens pilotes, jeunes pilotes, et il y a peu de formules qui autorisent ça, si vous voulez. C'est-à-dire que la monoplace, la monoplace, le F3 c'est que des gamins, F4 c'est que des gamins, c'est comme ça, c'est normal, mais le tourisme permettait justement un gros brassage des cultures et des personnalités. J'ai toujours aimé ça. Ok.
Et si aujourd'hui il y avait, c'est très difficile aussi, je ne veux pas dire une victoire à retenir, mais une grosse fierté personnelle d'une réussite sportive avec un projet que vous avez peut-être mené du début à la fin. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à retenir de toute cette carrière, entre guillemets. Non, si vous voulez, bon, personnel, non, parce que on travaille pas tout seul, hein, donc c'est toujours, je dirais, un travail d'équipe. Donc, d'une manière générale, je suis assez fier de ce que l'on fait encore aujourd'hui. Je suis assez fier de ce que l'on a fait par le passé, mais j'ai pas vraiment d'éléments marquants qui ressortent. D'accord, ok. Et comment on gère la différence parmi vos clients, il y a des pilotes privés et puis des constructeurs et des teams très reconnus comme l'équipe de Philippe. Comment on gère ça d'un week-end à l'autre ou d'un coup de téléphone à l'autre de gérer un constructeur, une relation avec un constructeur commercial et puis la relation avec des équipes plus petites et n'y voit rien de réducteur Geoffrey, mais de travailler en direct, par exemple, avec le pilote. Comment on gère ça de passer nous, chez Rocca Magny-Cours, franchement, on a toujours la principale motivation, c'est vraiment de fournir tout le monde avec le même niveau de qualité. C'est-à-dire qu'on ne considère pas un petit concurrent ou un petit client comme un petit client. On le considère comme un client. Et évidemment, c'est normal, il y a une différence entre les usines, entre les gros clients et les petits clients, il y a une différence de fonctionnement, mais franchement, on prend toujours en considération le client, quel que soit son niveau et quel que soit le niveau de prestation qui nous est demandé. Donc ça, c'est une chose. Après, c'est bien évident que quand on travaille avec Skoda, on met plus de moyens, on a plus de personnes sur le sujet et évidemment, à la fin, on travaille plus avec ce client-là. Mais franchement, on considère tous les clients sur un pied d'égalité au départ. Ok. Merci. Je ne sais pas si Manu, tu avais une question pour Serge. Moi, pour Serge, non, j'ai eu plein d'infos nécessaires, justement. Je voulais revenir avec Philippe Finot sur l'engagement de signature au Mans. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Philippe, justement, cette discipline, l'endurance, qui est toujours un combat particulier par rapport aux autres disciplines? Alors qu'en endurance, il ne fait que de commencer quand le drapeau bleu-blanc-rouge se baisse. Donc, beaucoup d'implication des hommes et un rôle important de toute l'équipe. Ouais. L'endurance, donc c'est l'une des épreuves d'un des championnats les plus compliqués. C'est aussi des beaux circuits comme Spa, Sebring, Petit Le Mans. Est-ce qu'il y a un circuit qui te plaît particulièrement dans ce championnat du monde d'endurance? Alors, sur le plan du circuit pur et du pilotage pur, indéniablement Spa, ça reste la référence en termes de profil, de complexité et de typologie qui nous donne la possibilité de nous exprimer techniquement, sportivement. Après, Le Mans, ça reste le magique. Sebring, Le Mans, quand tu franchis le portail, quand tu arrives, tu sais qu'il va se passer un truc, tu as le cœur qui bat et tu sais que là, tu es là pour quelque chose de très important. C'est comme ça. On parlait du plus beau circuit, je suppose qu'il y a aussi la plus belle victoire qui doit laisser un souvenir inoubliable, que ce soit en monoplace, en endurance. Ouais, alors toutes les victoires sont belles, hein. Là aussi, sans faire de clichés, il y en a qui sont fondatrices. Magny-Cours en 96, quand on gagne en F3 avec Stevia, c'est notre première victoire. Celle-là, elle a été fondatrice. Macao en F3 également. Le Mans en 2016 ou en 2019, voilà, ça reste des moments d'émotion partagés avec toute l'équipe. Ouais. Aujourd'hui, Signature, c'est devenu une référence incontestée justement en termes d'équipe. À la base, avec ton frère, quand vous avez créé l'équipe Signature, est-ce que tu étais inspiré par des modèles, des exemples d'équipes qui avaient déjà un peu conçu ce principe-là? Non, pas forcément. Moi, ce que je voulais, c'est faire du sport à haut niveau. Voilà, quel qu'il soit. Je veux dire, ça aurait été du foot. D'ailleurs, j'ai fait du foot, j'ai fait du rugby, j'ai été licencié dans 28 sports différents parce que j'avais un père militaire qui voulait me faire découvrir ce qu'était le sport. Voilà, ma passion s'est portée avec mon frère sur le sport automobile. J'ai eu la chance de pouvoir m'y essayer. J'ai croisé Lionel Chevalier et Michel Raffaelli.
qui ont fait qu'on a monté cette structure et qu'on a grandi au fur et à mesure. Mais comme on se fait pas de cadeaux à nous-mêmes, tous les membres de cette histoire au début ne sont fait aucun cadeau, donc ça nous a poussé à faire les choses bien et à être là encore aujourd'hui. Mathieu ? Ouais, non, mais on voulait forcément faire un petit parallèle, mais je crois qu'on a quelqu'un qui a voulu te laisser un message, Philippe, et on écoute le message et on réagit juste après. Hello Philippe, je sais que tu es l'invité spécial d'une très belle émission et que tu vas pouvoir raconter tous les projets de signature, tout ce que vous faites aussi bien en endurance qu'en rallye et tout ce que vous développez avec Alpine, de très très beaux projets. Alors je voulais juste te faire un petit coucou amical, t'envoyer plein de vœux pour réussir tous ces projets. Allez l'ami, vas-y. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce petit message quand même? C'est un monsieur Hugues de Chonac qu'on remercie pour ce petit message. Et qu'est-ce que ça te fait, toi, de recevoir un message comme ça de ce personnage? Alors, c'est cool. C'est touchant. Hugues, c'est un grand frère pour moi. Voilà. Dès qu'on a décidé de faire de l'endurance, on a échangé et on a mis le pied à l'étrier grâce à Oreca, et aujourd'hui l'histoire continue. Voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant et non, c'est une super aventure et je remercie Hugues de sa confiance. On échange beaucoup et notamment dans cette période compliquée, je l'ai très très souvent au téléphone, à la fois pour échanger nos expériences et la façon dont on vit cette période-là et puis se projeter pour l'avenir. Ok. Moi, j'avais une petite question aussi. Je me suis laissé entendre dire, on a travaillé un petit peu avec Manu, mais que dans le retour d'Alpine, tu n'y étais pas pour rien et que tu étais parti un peu avec ton bâton de pèlerin au début là pour essayer de les motiver à repartir. Dis-nous un petit peu plus justement sur les prémices de cette relation avec Alpine justement. J'ai eu la chance de faire partie du petit comité de personnes qui était autour de ce projet-là. Donc, c'était une petite table. Moi, j'étais sur un strapontin, mais j'étais là. Et c'est vrai que dès que les interlocuteurs que j'avais autour de moi évoquaient le retour d'Alpine en tant que marque, moi, tout de suite, j'ai insisté sur le fait que cette marque avait été créée autour de la compétition et est revenue grâce à la compétition et qu'il fallait réécrire l'histoire de la même façon. Et j'ai pas eu beaucoup de peine à convaincre mes interlocuteurs qui étaient déjà convaincus par eux-mêmes que l'ADN de la marque étant la compétition. Il fallait cette compétition-là serait donc un fabuleux support au retour de la marque en tant que marque et pour que l'on ait assez rapidement des voitures sur la route, des Alpines à nouveau sur la route. J'avais une dernière question pour Philippe. En fait, entre la monoplace, l'endurance et le rallye un petit peu plus récemment, tu as vu une grosse quarantaine de pilotes évoluer sous tes ordres. Est-ce qu'il y en a un qui s'est vraiment distingué parmi tous ces 40 pilotes français, étrangers, internationaux? Non, ça c'est la question très très difficile. C'est comme si tu demandes quel est ton enfant que tu préfères, tu vois. Donc tu peux pas parce que ça va foutre le bordel. Non, tous ont contribué à faire ce que l'on est. Tous sont différents. Il y a bien évidemment des histoires très très marquantes, mais je vous laisse associer le nom des pilotes à notre histoire plus que l'inverse. Je suis incapable d'en sortir un ou deux comme ça. Merci Philippe. Ok, merci Philippe. Geoffrey, on va parler un peu de montagne. Et avant de parler avec toi, on voulait quand même offrir 2 minutes de plaisir à tous les gens qui nous regardent avec une petite cam embarquée. C'était au Mont d'Or et c'était toi au volant. Allez, une petite cam embarquée. Le Mont d'Or, c'est un des plus gros tracés du championnat. C'est magnifique déjà par son environnement. La nature ici, c'est extraordinaire, vraiment un paysage magnifique. Et c'est un tracé qui est vraiment très sélectif, avec beaucoup de virages différents qui se ressemblent. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire en termes de reconnaissance si on veut être à l'aise, quoi.
je pense que tu as déjà toute la partie du milieu, tous les S un peu serrés qui se suivent, où il y a, si jamais on n'est pas vraiment bien du début, on récupère jamais la vitesse et du coup sur toute la longueur de tous les virages, on perd pas mal de temps. On a pas mal de virages qui se ressemblent et qui sont assez techniques. Donc il faut vraiment bien apprendre la course pour pas se mélanger les pinceaux, quoi. Pour avoir les bons repères, les bonnes trajectoires, les bons points de braquage, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mais bon, souvent quand on arrive en haut du parcours, on a déjà fait 4 km, on se dit bon, faut pas se louper maintenant, donc c'est pas évident ça aussi comme chose à gérer. Garder le sens de l'attaque sans non plus trop en faire pour pas perdre tout ce qu'on vient d'effectuer. Mais ouais, c'est des sensations qui sont géantes. Bon, voilà, c'était 2 minutes de plaisir. C'était la course du Côte du Mont d'Or. Alors, Serge, qui n'a pas l'image, je suis sûr qu'il a reconnu son moteur. Ça, je ne m'en fais pas de souci. Et Geoffrey, moi, j'aurais une première question. Est-ce que tu vas pas répondre aussi à la place de ton frère? Est-ce que vous êtes conscient de faire une discipline complètement folle, en fait? N'importe qui, on a eu la chance dans Confine Live d'avoir des invités de tous les univers. Sébastien Loeb, Romain Dumas, et j'en passe. Et tous, quand on leur pose la question, qu'est-ce qui est le plus fou? Ils disent tous que c'est la montagne, en fait. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Oui. Bon, après, juste un point, la voiture et le moteur qu'on a entendu, c'est pas le dernier, ça. C'est vrai? Ah, bon, il y a eu un piège. Ah, d'accord. Ça, c'est le V8 bon, qui par contre, était entretenu et préparé chez Eureka, mais disons que c'est pas le turbo c'est pas le dernier. Okay. Mais oui, bon, après, c'est vrai que pour en revenir à la discipline, c'est quelque chose d'assez atypique. Bon, ça peut un peu se comparer au rallye pour le principe, c'est-à-dire un tronçon de route fermé pour l'occasion, quoi. Mais bon, après, surtout la grosse différence, c'est plus par rapport aux voitures avec lesquelles on peut rouler, quoi. Parce que nous, maintenant, on arrive à avoir des voitures qui sont presque à 1 cheval au kilo. Donc c'est très très extrême et tout est prévu pour le sprint, quoi. Donc les pneus sont très très tendres, les plaquettes de frein sont très très tendres, c'est ce qu'il y a de plus tendre sur le marché, et on a énormément d'aéro sur la voiture, ce qui fait qu'on a des performances de voitures qui sont vraiment énormes. Et justement, je regardais là il y a pas longtemps, si on compare, donc la course de côte a très longtemps été surtout si je puis dire, en termes de matériel, du recyclage de voitures de circuit. Il y a souvent, quand les voitures devenaient caduques en circuit, elles arrivaient en course de côte et elles roulaient dans leur règlement circuit en course de côte. Et si on compare à l'époque, là on prend l'exemple de la course de côte de Durkheim, à l'époque c'était les F3000 qui étaient les reines de la course de côte. Et pour dire, maintenant, avec les catégories de maintenant, donc les proto ESC, nous, on a la motorisation 4 cylindres turbo Eureka. Par exemple, sur un tracé de 6 km, on est 8 secondes plus rapide qu'une Formule 3000. Donc, c'est plus d'une seconde plus rapide de ce qui était à l'époque l'antichambre de la F1. Donc, c'est des voitures qui sont vraiment extrêmes. Et c'est aussi pour ça que la reconnaissance du tracé est super importante pour essayer d'être le plus efficace possible, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a un secret pour être performant du premier centimètre au dernier, en fait? Sinon, c'est la seule discipline, ça, qui demande, c'est un peu le 100 mètres comme le 100 mètres en athlétisme, qu'il faut, voilà, il y a alors pas le droit forcément à la moindre erreur, c'est sûr, mais il faut être à fond, mais tout de suite, en fait. Est-ce qu'il y a un secret pour ça dans la préparation? C'est surtout être bien concentré, et nous, généralement, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que pour être sûr qu'on est bien calé sur le tracé et sur tous nos repères, c'est de se réciter les yeux fermés la montée avec tous ces repères, que ce soit les points de frein, les points de braquage, vraiment être capable de réciter par cœur
le tracé, bon, à partir de ce moment-là, c'est qu'on est prêt pour donner le meilleur de soi-même, quoi. Et puis même le départ, effectivement, la cellule est au départ, donc même lui, il est important, donc il faut pas se louper, quoi. Donc c'est vrai que c'est une discipline de ce côté-là qui est complètement à part et qui offre une adrénaline. Bon, certes, elle est très courte, hein, mais une adrénaline qui est vraiment extraordinaire. Et nous, pour des gens un peu extérieurs à ce milieu, entre guillemets, même si on suit vos performances, est-ce que une course comme Pikes Peak, c'est le Graal ou c'est quelque chose qui te fait, on va te parler à toi pour l'instant, qui te fait rêver ou pas forcément? Il y a peut-être d'autres courses de côte en Europe, par exemple, qui seraient un rêve. Ah bah après c'est sûr que Pikes Peak, bon, je pense que c'est un peu comme Le Mans pour le circuit, quoi, hein. C'est vraiment c'est the course de côte au monde. Bon, après c'est quelque chose de très spécifique, de très différent aussi, hein. Donc c'est pas les mêmes règlements. C'est vraiment une course qui est à part, quoi. Et c'est sûr que de la faire une fois, ce serait juste extraordinaire. Et après, bon, nous aussi en Europe, c'est vrai qu'on a des tracés. Rien qu'en France, on a un championnat de France qui est très très beau. Qui est très fourni. On a quand même 13 épreuves, donc c'est un calendrier qui est lourd pour un championnat national. Et même en Europe, il y a des courses qui sont extraordinaires, hein. Donc après, bon, on va voir. Avant d'aller à Pikes Peak, enfin, on verra comment ça se passe. Mais déjà, j'aimerais essayer d'aller plus en Europe. Aussi, en plus en championnat d'Europe, maintenant qu'on a réussi à décrocher le Graal national, j'espère qu'on arrivera à terme à grimper d'un échelon, essayer de continuer d'avancer et surtout maintenant qu'on a la chance d'avoir la catégorie européenne à disposition et en plus on a la chance de pouvoir travailler avec Oreca pour la partie motorisation, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Ok, merci Geoffrey. À toi Manu. Moi je voulais voir avec Nico justement en parlant de montagne. Toi Nico, tu as eu la chance de toucher un petit peu aux deux, montagne et circuit. Est-ce que la montagne t'a servi pour le circuit finalement quand tu as fait la transition entre les deux disciplines? Oui, bah c'est évident. Moi j'ai un parcours qui est un peu atypique parce qu'en fait j'ai démarré à 19 ans la compétition par la course de côte, mais j'avais jamais rien fait avant, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de karting, j'ai jamais rien fait d'autre. J'ai démarré comme ça, donc moi la course de côte, elle m'a formé au pilotage en fait. Donc quand je suis passé au circuit, j'avais un bagage technique intéressant, mais néanmoins le boulot entre guillemets n'est pas le même, c'est-à-dire que le pilotage de côte, le pilotage de circuit n'est pas le même qu'en côte parce que avec les dégagements qui sont générés par les circuits, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'exploitation des voitures. Et il y a un aspect endurance. Moi, je suis passé de la course de côte, qui est le plus petit sprint possible, à l'endurance, sont les courses les plus longues. Donc, fatalement, il y avait pas mal de différences. Mais j'aime bien cet exercice, on va dire. Et ce qui me fascine beaucoup aussi en circuit, c'est le travail sur la mise au point. On peut aller très très loin dans la mise au point du châssis. Et c'est déjà des choses que moi j'ai beaucoup fait évoluer en côte sur mes voitures en faisant des essais empiriques sur circuit avec mes moyens, parce que j'ai vraiment fait toujours. Je suis parti avec mes parents faire de la côte et on a démarré comme ça et on a année après année évolué. En circuit, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a des ingénieurs compétents dans chaque domaine et on peut faire beaucoup d'essais sur les pistes sur lesquelles on va aller faire les courses. Donc on va un petit peu plus loin, je dirais, dans tous les secteurs, mais Geoffrey parlait d'adrénaline, je peux vous garantir que l'adrénaline maximale, je l'ai eu en course de côte, on fait carrément de l'apnée. C'est-à-dire que quand on arrive du sprint de 2 minutes, on est essoufflé autant qu'un relais de circuit, au niveau du souffle notamment, parce qu'on fait de l'apnée tellement il y a un défilement. Je vous laisse imaginer, sur une route de montagne, il y a 270 km/h à 10 cm du sol et il y a deux voitures qui ne se croisent pas, comme à Villafan ou je te rassure, personne ne se met à votre place, hein, je pense. Je pense que Philippe nous rejoint et Serge aussi. Et c'est très grisant, du coup. C'est ça. C'est une drogue. Mais et justement dans cette reproduction, tu es aussi passé de pilote à team manager. C'est un chemin qui te motivait d'avoir la casquette de team manager, un petit peu comme a fait Philippe aussi justement, quoi, de pilote à team manager. Oui, alors bon, je
je me comparerai pas à Philippe parce qu'on n'est pas dans le même niveau. Je suis à un niveau bien inférieur, mais en tous les cas, c'est une belle source d'inspiration. Mais c'est une chance déjà parce que moi, mon rêve, et mon rêve existe encore même s'il y a coronavirus, c'est de vivre de ma passion. Et en tant que pilote, ça semble de plus en plus compliqué d'arriver à vivre de sa passion. Et en plus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, n'ayant jamais fait de karting, c'était déjà mal engagé parce que si on veut être professionnel, il faut démarrer très tôt, etc. Et j'ai vu, moi, le métier de team manager, le bon moyen pour vivre de ma passion et me permettre peut-être, quand les partenaires commenceraient à être plus compliqués à trouver, peut-être de toujours pouvoir me faire plaisir aussi, voilà, à piloter. Mais le principal, c'est d'arriver à vivre de ma passion. Ça, c'est mon objectif. Je voulais juste voir un autre sujet avec toi. On a eu l'occasion d'en parler avec Philippe, ce sont les 24 heures du Mans. Toi, tu n'as pas participé aux 24 heures du Mans, mais tu as roulé sur le circuit du Mans en levée de rideau des 24 heures. Quelle sensation as-tu eu quand tu as découvert ce circuit pour la première fois, ce grand circuit du Mans? Écoute, c'est juste géant, c'est juste hors norme. Moi, je m'étais jamais rendu sur le circuit avant d'y participer, en fait, sur le circuit des 24 heures. Le Bugatti, je connaissais, mais pas le meeting des 24 heures. Et là, on se rend vite compte qu'on n'est plus du tout dans le même univers. Et du coup, ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est qu'on peut du coup reconnaître, comme une course de côte, certaines portions du circuit, parce c'est en fait la route nationale qui est empruntée. Mais une fois qu'on est dans la voiture, on est dans du grandiose. Honnêtement, la première fois que j'ai attaqué la ligne droite des Hunaudières, ça m'a quand même fait quelque chose, parce que depuis tout gamin, je l'ai vu en vidéo, et c'est quelque chose. Ouais. C'est vraiment un circuit hors norme. Et tu as gagné là-bas, donc en levée de rideau, l'année dernière, justement. Et voilà, en plus, c'est un circuit qui me réussit plutôt bien, parce que moi, j'y ai participé à 2 reprises dans le cadre de la LMP3, de la Michelin Le Mans Cup. Et en fait, donc, en y participant à 2 reprises, j'ai pris le départ de 4 courses, parce que c'est 2 courses d'1 heure par meeting. Et j'ai pu faire 3 podiums sur mes 4 participations, dont ma première victoire l'an dernier. Et quand on est sur ce podium, et en plus l'ACO savent bien faire les choses, c'est que la petite salle où il y a nos coupes à nous, il y a les trophées des 24 heures, en fait, ils sont juste à côté. Donc ça fait quelque chose. Ouais. Ça donne envie, ça donne envie. Ah ça ne peut que donner envie. En tout cas, j'ai bien savouré ces moments et j'ai hâte d'y retourner. Et puis maintenant, avant mon rêve, c'était d'être champion de France de la montagne. Et maintenant, mon deuxième rêve, mon nouveau rêve, ça devient d'un jour être au baquet d'une voiture qui pourra prendre cette fois-ci le départ des grands 24 heures. Ouais. Oh je pense que le message est entendu. Ton voisin de gauche à l'écran, de droite à l'écran. T'as dû l'entendre. Serge, Serge, je pense que tu as mis ton parleur parce qu'on a de l'écho. Je sais pas si. Ah, c'est bon, j'ai enlevé, excuse-moi. Serge, une petite question. Ta relation avec Geoffrey et Nicolas sur justement, on a parlé pas mal de la montagne un petit peu. Toi aussi, tu penses que ce sont clairement des fous et les types les plus fous que tu connaisses? Moi j'ai découvert la montagne avec Nicolas, parce que j'avais jamais fait vraiment de motorisation pour la montagne. Alors au début c'était, je dirais, une motorisation techniquement assez simple, et c'est vrai que le challenge que l'on a relevé avec le moteur turbo et puis avec l'équipe Chat nous plaisait beaucoup, puisqu'on était les premiers à vraiment exploiter le règlement et faire vraiment une motorisation turbo adaptée à la montagne, c'est pas faire un moteur dérivé, on a fait vraiment un moteur pour la montagne. Et puis après au niveau humain, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que effectivement au niveau de la conduite, on est tous d'accord pour dire que faut quand même, je dirais, être un petit peu hors norme pour conduire en course de côte. Et puis c'est assez surprenant parce qu'en fait Nicolas comme Geoffrey sont des garçons très calmes, très posés et pas du tout je dirais aventuriers dans la vie de tous les jours, mais ils sont très nettement aventuriers en termes de sportifs, quoi. Ok, très bien. Mais il y a un gros décalage en fait de personnalité, si vous voulez, pour moi, entre ce qu'ils sont dans la vie et ce qu'ils sont sur le volant. Voilà. Voilà. Ok, merci Serge. Justement, on va rester un petit peu avec eux. Chez Confine Live, on a toujours une petite partie un petit peu décalée, donc elle va être très rapide. Depuis tout à l'heure, on parle de montagnard. Du coup, on a préparé un questionnaire montagnard pour vous. Voilà, et Geoffrey, Manu, tu as la première question et j'enchaîne. Et moi, Nico, en fait, si tu devais choisir entre les Alpes ou les Pyrénées?
Je connais plus les Alpes que les Pyrénées. Moi, je prendrais les Alpes. Geoffrey, ski ou snowboard? Pour tout te dire, je n'ai jamais fait de ma vie aucun des deux. Donc pour choisir comme ça, ce serait vraiment une sorte d'expérience. mais allez, je vais dire ski parce que bon, c'est peut-être ce qu'il y a de plus répandu et de plus facile. Après, j'en sais rien. Manu, tu avais une question pour Nico, du coup, là-dessus? Moi, Nico, je voulais savoir, donc on sait que vous venez de Bourgogne, on va choisir bœuf bourguignon ou couscous? Ah ouais, j'ai pas le droit de dire couscous, mon pauvre. Ouais, là, c'est pas possible. Ah ouais, Moi, j'ai une dernière question, du coup, pour Geoffrey, c'était Bordeaux ou Chardonnay, du coup? Ah ouais, non, ouais, Chardonnay. Ouais. Les chauvins. Donc, ce qu'on a retenu, c'était très rapide, c'est que vous êtes ni montagnard, par contre, vous êtes bel et bien bourguignon et très chauvin. Voilà, c'est juste ce qu'on voulait dire. On vous appelle les montagnards, mais vous êtes, voilà. La preuve, Geoffrey a clairement répondu à ma place. Il n'a jamais fait de ski. Donc, pour un montagnard, on va peut-être revoir ce terme-là. Merci, les gars. C'était un petit clin d'œil sympa et rapide. Pour finir l'émission, on voulait juste faire un petit lien avec le rallye quand même, parce que l'émission Confine Live a été créée autour du rallye. Donc, on va faire un petit lien autour de ça. Ma première question, c'est pour toi, Manu. Allez, pour Serge. Alors Serge, en fait, on sait que justement tu as parlé du R5 tout à l'heure avec Skoda, mais vous avez été présent aussi avec d'autres catégories en rallye. Quel souvenir tu gardes spécialement de cette discipline? Le souvenir qui t'a marqué le plus en rallye? Moi franchement, ce qui m'a vraiment le plus surpris en rallye, c'est en fait que la philosophie du pilote est vraiment très décalée du circuit. C'est que le pilote en rallye, il faut vraiment qu'il ait une confiance complète dans sa voiture et dans son équipe pour donner le meilleur de lui-même. Et en circuit, je pense qu'il y a toujours moyen de compenser un peu, même si on n'est pas le plus rapide sur un virage ou deux virages, c'est un peu lissé, si vous voulez, sur un chrono, alors qu'en rallye, si la confiance est pas là, le pilote il ne peut rien faire. Et à voiture identique, il peut y avoir des écarts importants uniquement dans la condition du pilote, dans sa perception de la voiture, de l'équipe et de la confiance que l'on a en lui. Et ça m'a vraiment beaucoup surpris, parce qu'il y a beaucoup plus de psychologie en rallye en fait qu'en circuit. Voilà. Est-ce qu'il y a une catégorie, est-ce que le R5, le WRC, le groupe B, le groupe A, est-ce qu'il y a une catégorie qui t'a laissé un petit peu plus, qui te laisse moins indifférent que les autres finalement? Le groupe B, si vous voulez, moi j'ai pas connu, j'ai connu au travers de la presse, mais j'ai pas travaillé dans le groupe B. C'est clair que le groupe B, c'était des voitures extrêmes avec une grosse, je dirais, personnalité des voitures et des pilotes. Et ce monde-là est révolu aujourd'hui. Le WRC d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui avait lieu à l'époque en groupe B. Et les rallyes étaient aussi très différents, parce que aujourd'hui, un rallye, c'est 400 km de spécial. À l'époque, les rallyes, c'était 1200 km de spécial. Donc, on peut pas vraiment comparer les époques. C'est impossible à faire dans toutes les formules. Mais c'est clair que le groupe B, c'est quelque chose qui doit être fantastique, quoi. Merci Serge. Merci Serge. Philippe, forcément les débuts de l'Alpine A110 Rallye au Touquet, c'était un moment de parler dans un projet que tu as suivi du début à la fin. C'était une étape importante que la voiture soit enfin lancée. Et comment tu l'as vécu toi en tant que passionné, je suppose. Oui, c'était une étape vraiment vraiment importante pour le projet. On a pu être présent au Touquet grâce à la Fédération française, qui a fait en sorte qu'on puisse avoir une homologation qui nous permette de participer à cette première épreuve du championnat de France cette année, avec 2 voitures et 2 sacrés pilotes. Beaucoup de stress, parce que la priorité absolue était de terminer ce rallye, et puis de pouvoir montrer sur un terrain de jeu qui n'était pas forcément le terrain de jeu idéal pour l'Alpine, le potentiel de cette voiture. Ce qui a été fait. Les 2 voitures ont bien figuré, ont montré un vrai beau niveau de performance. Et puis beaucoup d'enthousiasme à confirmer que l'Alpine avait encore toute sa place en rallye et qu'il y avait une vraie attente autour de ce sujet. Ok, très bien. Moi, Philippe, j'avais une question à te poser. Tu as contribué au retour d'Alpine au Mans, en circuit, avec la GT4, en rallye. Est-ce qu'on va voir l'Alpine dans d'autres disciplines d'ici quelques mois, quelques temps? Déjà, on va essayer de se contenter déjà de faire bien tout ce qu'on a à faire. Il y a quand même beaucoup de travail.
Il y a la Cup, la GT4, donc où il faut encore briller et satisfaire nos clients, apporter tout le service et ce que l'on doit apporter à nos clients. Le rallye, on est au début de l'aventure. Et après, je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de terrain de jeu. Donc, il va y avoir une Alpine à 110 en championnat de France de la montagne, ou en tout cas sur certaines épreuves. Ça aussi, ça va être sympa à suivre et ultra motivant, enthousiasmant. Voilà. De toute façon, cette voiture, c'est une sorte de couteau, si ce n'est suisse, on va dire, diepois. Elle s'adapte à tout. Et l'ADN et les gènes de cette voiture sont tellement bons qu'elle pourra être performante sur beaucoup de terrains de jeu. Merci Philippe. Merci. Manu, tu avais une question pour Nico sur le rallye, justement. Oui, Nico, en rallye, toi, j'ai appris que tu avais fait un rallye en groupe N avec une Clio N3. Quel souvenir tu en gardes, justement? Alors, toi qui es censé prendre des notes à la montagne sur un parcours précis, là, la prise de notes, comment tu l'as vécu dans le cadre de ce rallye-là avec la Clio N3? En fait, c'est en faisant un rallye qu'on se rend compte vraiment de la difficulté, en fait. Parce que moi, je suis depuis très longtemps les rallyes. Et j'avais à l'époque fait quand même pas mal de côtes avec des résultats. Je me suis dit, bon, allez, alors je suis toujours très humble, mais sur le pilotage, je devrais arriver à me débrouiller. J'avais essayé la voiture. Bon, les voitures en rallye, par rapport à ce qu'on avait en montagne, étaient moins compliquées. Par contre, la prise de notes, alors là, tout était nouveau. Je me suis rendu compte que visuellement, je savais pas trop ce qu'était un 50 mètres, un 100 mètres. Un virage gauche, il faut lui donner une signification parlante. Mais il faut arriver en 3 passages, parce que moi à l'époque, je sais plus maintenant, mais moi c'était 3 passages, en tout cas de reconnaissance. Il fallait arriver à balancer de la note précise, et en fait moi j'avais pris le rapport de vitesse qui me paraissait le plus simple pour évaluer ma vitesse d'entrée au virage. Seulement je me suis rendu compte très rapidement que c'était très mauvais, parce qu'en fait une fois que j'avais mis mon rapport là, j'avais mis une petite indication quand même pour savoir si c'était au régime ou bas régime ou moyen régime, mais j'avais aucune description du profil du virage, ce qui fait que c'était pas évident. Et après, ce qui m'a aussi beaucoup changé, c'est l'histoire de prendre les cordes. Parce que moi, une corde, c'était mettre la roue dans l'herbe ou dans le gravier, mais en fait, c'est pas la roue qu'il faut mettre, c'est la voiture totale. Voilà. Et moi, en côte, si tu veux, quand il y avait du gravier sur la route, on neutralisait la course pour que les commissaires puissent balayer le circuit et que je puisse repartir. Donc là, j'étais un petit peu effrayé. Et après le rallye, quand j'ai vu les passages qu'il y avait, il y a des pilotes qui ont un sacré cœur, et surtout, comme le dit Serge, je pense qu'il a bien résumé un petit peu le point clé, c'est la confiance. Mais la confiance, elle est aussi générée par la précision des notes, parce que le problème, c'est que moi, avec mes notes imprécises, j'avais quand même à cœur de faire, pas des résultats, mais enfin, en tous les cas, faire le maximum. Et dans du rapide, quand on note mal et qu'on se fait 2-3 chaleurs et qu'on regarde la route par les portières, ça calme pour le rallye complet, quoi. Du coup, comme tu avais une appréhension sur les notes, tu t'es dit, le prochain rallye que je vais faire, je vais prendre le copilote le plus titré de l'histoire, c'est ça? C'est ça, du coup, ton approche? Voilà, c'était ma stratégie. Non, ça s'est pas passé comme ça avec Danos. Danos, ça s'est passé autour d'un verre, comme beaucoup de choses se passent avec Danos. Mais non, en soirée, on se croisait pas mal de fois à une époque, et on s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas le rallye des Vins de Mâcon, qui est le rallye, le rallye le plus connu et local. Et du coup, il m'a dit, ok, moi je veux bien, mais il y a une spéciale qui passe à côté de chez moi, donc celle-ci, je veux piloter. Ok, donc du coup on s'est mis en ouvreur, parce que l'idée c'était surtout de le faire en décontraction. Moi je voulais pas vivre une pression ou je sais pas quoi, ou un résultat. Là ça me permettait de rouler à ma main, et puis surtout qu'on passe un bon moment partagé avec Danos. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup sur le système de notes, il m'a donné plein d'astuces. En plus les vins étaient en championnat de France cette année-là, ce qui fait que le parcours était grand, avec des très belles spéciales. Je me suis absolument régalé. Je pense que je me suis vraiment régalé. Je me suis toujours dit après ce rallye que je referai du rallye un jour. On ne peut pas tout faire, donc pas maintenant, mais j'en referai un jour, parce que c'est quand même grandiose. Par contre, là où j'ai le plus peiné,
c'est quand il a fallu énoncer les notes, parce que du coup, évidemment, quand Daniel a pris le volant sur les spéciales, c'est spécial, il a fallu que je balance les notes. Et là, j'ai fait l'erreur du débutant, si tu veux. Hein. J'ai tourné 3 pages en une fois, ce qui fait que je me suis véritablement perdu dans mes notes et je crois que je me suis retrouvé à aller 1 minute de l'arrivée, donc ça fait une belle anecdote. Et toi, Geoffrey, donc, d'après nos recherches, tu n'as pas encore essayé le rallye. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente dans une région où il y a quand même pas mal de rallyes chez vous? Ah bah c'est sûr, après bon on verra, bon pour l'instant c'est pas dans mes objectifs premiers si je puis dire, mais oui, c'est sûr que le rallye c'est super tentant, c'est surtout que c'est vrai que nous, la course de côte c'est très très court, bon le rallye on roule vraiment beaucoup plus et effectivement il y a aussi un point d'interrogation, enfin c'est vraiment vraiment de le vivre, parce que c'est vrai que c'est quand même une discipline qui est vraiment très très atypique et où il y a beaucoup de cœur, d'instinct, et ça doit être quelque chose d'assez fantastique. Et en plus, à deux, ça fait des moments de partage qui doivent être vraiment très très sympas. Donc bon, pour le moment, je reste bien branché côte. J'essaye de mettre toute mon énergie là-dedans, parce que je pense que pour le moment, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Mais bon, après, on verra. On verra comment ça se passe. Ok, merci. Moi, j'avais juste une petite anecdote, pareil, qu'on m'a dite hier. Là, c'est pour Philippe. On parlait de pilote, justement. Alors, il paraîtrait que chez Signature, quand vous faisiez les grands prix karting, tu étais un peu imbattable face à des grands pilotes du circuit. Est-ce que c'était bien vrai, ça? Imbattable, non. Mais tu sais, quand ça dépasse pas 60 km/h, je suis là. Tu peux compter sur moi. C'est après que ça se complique. D'accord. Bon, on a reconnu toute l'humilité de Philippe dans ses propos, mais moi, on m'a laissé dire quand même que tu avais battu des sacrés noms du sport auto quand même. Hein. On a bien rigolé. Voilà, c'est l'essentiel. Ça marche, Manu. Est-ce que tu voulais finir par une dernière question avec nos invités? On passe les 1 heure d'émission, donc on va bientôt clôturer. Mais si tu avais une dernière question. Moi, j'avais une toute dernière question qui était destinée à Philippe Sino, justement par rapport au rallye. Malgré le bagage que Signatech a, c'est-à-dire en monoplace, en endurance, avec un palmarès qu'on connaît, le circuit est une discipline que tu as découvert finalement assez tard. Qu'est-ce qui t'a étonné la première fois quand tu es arrivé dans ce monde un peu différent du rallye par rapport au circuit? L'approche est assez différente. Nous, le circuit, on a pour but c'est un acte répété. Donc, on veut arriver à l'expression la plus aboutie de cet acte répété. Bien évidemment, parfois, on doit s'adapter aux conditions qui peuvent changer, mais l'exercice reste globalement assez identique. En rallye, il y a une vraie faculté d'adaptation dont il faut faire preuve à tout moment. Les conditions météo, la route qui change. Moi, j'ai été effaré de voir à quel point une spéciale au premier passage et au troisième passage peut être totalement différente, parce que la physionomie a été redessinée avec les cordes empruntées parfois de façon excessive. Donc, tout est lié à l'improvisation et il faut une forme d'intelligence spécifique pour être performant en rallye. Voilà et puis, ce qui m'a perturbé, moi, c'est qu'une fois que la voiture part, on n'a pas de nouvelles. On est à l'arrivée de la spéciale et on croise les doigts. Ça, j'avoue que c'est méga stress, quoi. Merci, Philippe. Okay. Ouais, merci. On va finir sur ces belles paroles. Merci à nos 4 invités. C'était un plaisir de découvrir chacun un peu vos univers différents dans 1 heure. C'est très condensé. Ça pourrait durer des heures, mais on va essayer de faire court. Un grand merci à vous 4. Merci à toi, Manu. Merci à vous 4. Merci à Mathieu. Ouais, merci à Hugues de Chonac pour ce petit message. Merci à Jérôme Leclerc aussi qui m'a donné quelques petites infos pour toi, Philippe. Donc je le remercie. Merci à toute l'équipe technique. Demain, ça sera de retour en rallycross, une discipline que Serge connaît bien notamment. Et puis, je vous rappelle que vendredi soir, l'aventure ConfiLive se terminera avec un prime à 20h30 en direct sur la page de la FFSA et de nos partenaires Michelin, Oreca et Yako. Prenez note pour l'émission de vendredi soir. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.